Bonjour tout le monde, c'est Antelvage. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter la republication d'une interview que j'avais réalisée de Christophe Galkowski, co-auteur du livre Cahier d'identification des fourmis de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, publié aux éditions Biotope en automne dernier, qu'il a écrit avec Claude Lebas. Cette interview a été réalisée au mois de mars dernier, mais je ne la publie que maintenant parce que je voulais prendre le temps de finir mon année, mes examens, pour pouvoir m'attaquer au montage et à la publication de celle-ci. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre des activités de la Société Linnéenne de Bordeaux, qui est l'une des plus vieilles associations naturalistes de France. Il nous a présenté son projet de recensement des fourmis invasives de la métropole bordelaise. En effet, il a déjà identifié la majorité des espèces de fourmis invasives présentes dans la métropole bordelaise. Donc l'interview portera sur ce projet, mais également, bien entendu, sur l'écriture du livre que j'ai précédemment cité. Le livre est une clé d'identification et c'est le meilleur outil que vous pourrez vous fournir actuellement pour vous aider à identifier les différentes espèces de fourmis françaises. En effet, vu qu'il a été publié en automne dernier, comme je l'ai dit, il est très à jour concernant les dernières données scientifiques. Il liste l'ensemble des espèces de fourmis présentes en France métropolitaine. Et en plus, il a l'originalité, comparé aux clés précédentes, de permettre l'identification de tous les castes, que ça soit les reines, les ouvrières et les mâles, qui étaient assez oubliés des clés précédentes, parce que assez compliqués à identifier. Bref, je vais pas trop vous en dire, de toute façon on reparle de tout ça au cours de l'interview, et je vais vous laisser découvrir dès maintenant les questions. Donc si ça vous dérange pas, je vais tout de suite commencer avec la première question que je vous avez préparée. Déjà, pour qu'on puisse commencer, je voulais vous demander, c'était quoi votre parcours dans le monde de l'entomologie et qu'est-ce qui vous a conduit spécifiquement à vous spécialiser vers la myrmécologie? En fait, j'ai pas un parcours, au sens, professionnel, hein. Moi, je suis Oui, simplement, oui, oui. amateur. C'est en fait, un concours de circonstances. J'ai toujours été, attiré par, les insectes parce que, si on se replace dans le contexte, il y a longtemps, quand j'étais enfant, à la campagne, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas internet, quand il n'y avait pas les téléphones portables, avec des copains, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, en fait, on sortait, dans les champs. Et puis, en fait, j'avais un groupe d'amis qui étaient déjà un petit peu naturalistes, c'est-à-dire que bah, les mercredis après-midi, les week-ends, on prenait la bicyclette et puis on allait pêcher des têtards, on élevait des montres religieuses et on faisait des combats de grillons. Bah, c'était la manière un petit peu de passer le temps à l'époque. Donc en fait, bah, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Ouais, j'ai élevé des phasmes, j'ai élevé des grillons, j'ai élevé des criquets, et il y avait aussi des fourmis qui m'intéressaient. Alors pourquoi les fourmis spécifiquement? Je sais pas. Je m'intéresse aux plantes aussi. Je m'intéresse aux Ok. plantes. Les fourmis, c'est peut-être que ça a piqué ma curiosité parce que quand j'élevais des menthes religieuses, ben, je voyais, à peu près, rien n'était caché. Donc, je les nourrissais, elles se reproduisaient, il y avait des cocons, les petits naissaient, les grillons aussi, c'est la même chose. Et en fait, pour les fourmis, il y avait, quelque chose de mystérieux dans le sens que, bah, quand on essaie de les élever, on met, dans des, alors il n'y avait pas les équivalents comme maintenant des nids artificiels, c'est-à-dire quand il y avait je mettais des grandes boîtes avec de la terre, hein, donc elles se cachaient. Les reines, je les voyais pas. Elles pondaient des œufs, je les voyais pas. Et donc, il y avait un peu plus de curiosité parce que bah, c'était moins évident que le reste. Et donc, ça me poussait à essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que pour les fourmis, il y a plein d'espèces, il y a plein de cas particuliers. C'est-à-dire qu'une menthe religieuse, c'est une menthe religieuse. Quand on élève des criquets, un criquet avec une autre espèce de criquet, c'est la même chose. Les grillons, c'est la même chose. Les perce-oreilles, c'est la même chose. Mais pour les fourmis, ben, en fait, il y avait une grande diversité. Autour de chez moi, il y avait des fourmis moissonneuses, des messors, il y avait des tapinomas, il y avait des tétramoriums. À chaque fois, c'était un petit peu différent. Les sociétés n'étaient pas avec le même effectif. Il y avait des grosses reines, il y avait des petites reines, il y avait des comportements différents. Donc, c'était beaucoup plus riche. Et c'est peut-être ça qui m'a intéressé un peu plus parce que c'était plus stimulant.
Et donc les élevages, j'ai jamais très très bien réussi. C'est-à-dire que pourquoi ensuite je suis passé plus dans la partie identification, parce que comme je réussissais pas à élever, alors moi j'ai toujours tout fait crever. Quand j'essaie de mettre dans des nids artificiels, soit ça s'échappait, soit ça restait en vie pas très longtemps. Donc j'ai jamais été doué. Mais en revanche, ce qui m'intéressait, c'était de déterminer les différentes espèces et de faire déjà un petit inventaire de la diversité des fourmis qu'il y avait autour de chez moi. Et j'ai des images donc qui remontent peut-être à l'école primaire où j'avais fait une sorte de petit poster avec je scotchais des spécimens sur un grand carton et j'avais écrit fourmi numéro un, fourmi numéro 2, fourmi numéro 3, et j'avais comme ça une quinzaine de fourmis différentes. Et puis voilà, moi, ça me plaisait. Alors, on pouvait pas le faire avec les montres religieuses parce que mettre en collection, j'avais pas le matériel pour mettre en collection, pour sécher dans des boîtes en entomologie. Donc, si j'essayais de conserver des montres religieuses, ça pourrissait d'une année sur l'autre ou ça se décomposait. Les coléoptères, la même chose. Hein. Et donc, en revanche, les fourmis, c'était petit, c'était pratique, ça prenait pas de place, je me faisais pas engueuler par les parents. Et j'étais donc avec ma petite collection de fourmis sous des morceaux de scotch. Et je l'ai gardé longtemps, ça. J'ai gardé longtemps. Et en fait, bah, ça m'a. Alors, à l'époque, au collège, lycée, ça s'est un peu calmé. Mais ensuite, quand je suis allé à la fac à Bordeaux, là, c'était dans les années 80. Ouais, ça remonte. Hein. Eh ben, ça, il y a quelque chose qui a fait reprendre, c'est-à-dire que quand je suis allé à Mola, qui existait déjà, Mola, j'ai pu trouver un bouquin d'identification, c'était les faunes de Rémi Perrier. Ça date des années 1920. Et il y avait un tome de la faune Rémi Perrier consacré aux hyménoptères, et à l'intérieur, il y avait un chapitre sur les fourmis, avec la détermination des différentes espèces de fourmis. Bon, dans les années 20, c'était pas grand-chose, il y avait 40-50 espèces. Et ben, ça m'avait plu, parce que pour la première fois, j'avais réussi à identifier au genre, à l'espèce, des spécimens que je connaissais de fourmis. Et ma première identification pour laquelle j'étais à peu près sûr, j'étais tout content, c'était Crématogaster scutellaris. Et donc à la fac, ce que j'aimais aussi, parce que j'aimais bien aussi les plantes, il y avait des cours de botanique où là, on faisait de la systématique botanique. Donc ça me plaisait beaucoup. Et donc là, je retrouvais avec les fourmis qui m'avaient toujours attiré, eh bien, un outil qui me permettait aussi de faire de la systématique avec les fourmis. Et donc ça, j'ai continué. L'espèce numéro 2 que j'ai pu identifier, c'était le Polyergus, un fourmi amazone, Polyergus rufescens. Et puis voilà, un peu plus tard, je suis tombé sur le, le, le livre de Bernard. Donc j'ai pu récupérer qui était un peu plus complet que la faune de Perrier, hein, parce que c'était 1968. Il y avait là pour la France pratiquement 200 espèces qui étaient décrites. Et donc, j'étais tout content parce que je progressais dans l'identification et ça me stimulait. Et je commençais à faire des sorties pour enrichir alors, je faisais pas vraiment de collection à l'époque, mais essayer de découvrir des espèces que je connaissais pas. Et donc, d'après les localités qu'il y avait dans la faune de Bernard, eh ben, je faisais le tour dans le sud-ouest, là, et j'allais chercher, essayer de trouver les espèces qui étaient citées à droite et à gauche. Et j'étais encouragé dans cela par euh, j'avais comme tuteur ensuite à la fin de mes études, quand j'ai eu le concours enseignant, j'ai fait ma première année de prof au lycée Camille Julien à Bordeaux, et j'avais comme tuteur Patrick Dauphin de la Linéenne, un grand spécialiste et qui était tout content de trouver un Myrméco parce que bon, à la Linéenne, il y avait beaucoup de Myrméco. Hein. À l'époque, c'était surtout centré. Bon, il y avait des botanistes, il y avait des spécialistes des coléoptères, d'autres groupes comme ça, mais pas beaucoup de myrmécologistes. Et donc, bah, en fait, il m'a encouragé, il m'a dit c'est bien, continue. Il m'a donné des publications récentes parce que lui, il avait accès à des articles qui étaient publiés à la Société entomologique de France, par exemple, ou d'autres articles qui avaient été publiés sur les fourmis. Donc, ça m'a permis de réactualiser un peu le bouquin de Bernard qui était
parfois un peu dépassées. Et donc voilà, c'est la mayonnaise commençait à prendre. Ensuite, quand j'ai fait mon service au début des années 90, euh, j'étais à Aix-en-Provence. Et donc là, j'ai passé un an à Aix-en-Provence. Et donc avec une faune beaucoup plus riche, radicalement différente. Et bah, j'ai continué à explorer et je trouvais des choses nouvelles. Et donc voilà, c'est petit à petit, les choses se sont accumulées. Et puis après, j'ai commencé à voyager. Je suis parti au Maroc, parti en Guadeloupe. Et voilà, je récoltais systématiquement des fourmis et j'essayais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver les espèces. Et donc, en myrmécologie, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui élèvent, il y a ceux qui s'intéressent à la biologie, l'écologie, au comportement. Moi, en fait, la chose qui m'intéressait, c'était la systématique. C'était d'essayer d'identifier des espèces, de retrouver des espèces, et puis voilà, de noter des choses qui n'avaient pas forcément été notées avant. Et c'est ça, petit à petit, qui m'a permis de progresser. Et donc, et après, il y a eu d'autres rencontres, parce qu'au début des années 2000, je suis rentré en contact au Muséum d'histoire naturelle à Paris avec Janine Kasvitz-Velers, qui a été très gentil, qui m'a accueilli, qui m'a encouragé aussi. Donc, elle m'a invité au muséum. Et pendant quelques années, ben, je suis passé, j'ai fait plusieurs passages dans les collections du Muséum d'histoire naturelle à Paris, où j'avais porte ouverte. Et donc, j'ai regardé toutes les collections de Bernard, les collections de Janine, les collections d'autres personnes. Et donc, ça m'a permis aussi ben, de continuer à progresser, à progresser, à progresser. Et à la fin des années 2000, vers 2007-2008, et m'a encouragé, bah voilà, tu connais plein de choses, t'as récolté des spécimens qui sont pas forcément déjà inventoriés, recensés en France, commence à publier ce que tu as trouvé. Et c'est elle qui m'a poussé à faire des premières publications. Et très rapidement, ensuite, on s'est lancé dans une mise à jour des espèces françaises. Et c'était un article qui est paru en 2009, où on faisait une liste réactualisée des espèces françaises, parce que bon, on avait constaté que ce qui datait la dernière mise à jour française, c'était Francis Bernard à la fin des années 60, et c'était largement dépassé. Voilà. Et donc c'est comme ça que, ben, en fait, j'ai un peu toujours baigné au milieu des fourmis, et ce qui m'a permis de progresser, c'est aussi pas mal de rencontres avec des personnes qui m'ont encouragé et qui m'ont aidé. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir des années 2000 aussi, il y a eu Internet qui s'est développé, et donc c'était beaucoup plus facile pour communiquer. On pouvait envoyer des mails, hein, on pouvait envoyer plein de mails, il y en a qui répondaient, qui ne répondaient pas, et puis ça facilitait les échanges. Donc, j'ai commencé à écrire à Xavier Espadalaire, qui me répondait, qui me conseillait, à Bernard Seffer, qui me répondait, me conseillait. Et donc, c'était très enrichissant, et c'était très amusant. Ça, ça fait loisir, quoi. C'est que je prends ça pas comme un métier. J'ai un métier par ailleurs, mais ça fait en fait hobby, loisir, mais sans prétention, hein. Mhm. C'est juste que ça m'intéresse et que j'essaie d'en savoir un petit peu plus. Je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aux différentes manières d'arriver sur la myrmécologie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver vers l'angle de l'élevage. Et c'était mon cas aussi, parce qu'il y a quand même tous les serveurs, tous les groupes sur Internet, serveurs Discord, forums, où on a plein d'infos maintenant. Bon, il n'empêche Mhm. que je fais aussi comme vous, je fais crever pas mal de choses, mais c'est c'est quand même, je pense, plus dans l'air du temps d'arriver par cette approche-là. Ouais. Alors les élevages, j'ai essayé, hein. J'ai essayé. Donc quand j'étais petit, j'ai tout fait crever. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ça m'intéresse quand même. Donc là, j'ai acheté les fourmilières modernes, là, les nids creusés avec les petits humidificateurs. Et donc, j'ai eu des colonies, même Messor barbarus, etc. Et en fait, non, tout a crevé. Donc, j'ai pas le fluide. J'ai pas le fluide, j'y arrive pas. Et puis, en fait, comme ça dépend aussi du temps que j'ai disponible. C'est-à-dire Hmm. que
quand j'ai du temps, bah, voilà, je fais des fourmis, ça m'intéresse. Mais après, il peut passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où par ailleurs, j'ai trop d'obligations. Et donc là, voilà, je me déconnecte complètement. Et alors, quand c'est des fourmis séchées sur paillettes, c'est pas grave de se déconnecter pendant Oui. 3 semaines. En revanche, quand c'était des fourmis dans une petite boîte qui attendent qu'on les nourrisse ou qu'on les humidifie, là, ça colle plus quoi de les laisser tomber pendant 3 semaines. Donc voilà, non, ça a jamais marché. Et puis donc là maintenant c'est définitif. C'est pas fait pour moi, j'ai pas le fluide, donc je vais arrêter. Je vais continuer avec mes petites fourmis séchées. Voilà, elles bougent pas, elles bougent plus, et ça me convient. Donc, du coup, je voulais maintenant venir sur l'écriture de votre clé d'identification. Quand on s'était vu à la Société Linéenne, vous m'aviez dit qu'avant l'écriture du livre qui est sorti en septembre, vous aviez Oui. déjà écrit une autre clé d'identification. Donc, je voulais savoir bah, quelles ont été les publications que vous avez faites dans avant l'écriture de ce livre dans le milieu de la taxinomie en myrmécologie et quel a été le contexte qui vous a amené à pouvoir écrire votre cahier d'identification qui est sorti en septembre. Alors, avant le cahier d'identification de Biotope, là, il y avait eu deux livres sur les fourmis de la Chaux-Niestlé. Un premier livre sur les fourmis de France et un deuxième sur les fourmis d'Europe. Alors là, le contexte, en fait, c'est lié à Ontaria. C'est-à-dire que j'ai rencontré Janine. Une autre grande rencontre, ça a été Henri Cagnan. Donc c'est par l'intermédiaire de Janine, parce que j'avais ramené pas mal de fourmis du Maroc. Et elle connaissait pas trop les fourmis du Maroc, et elle m'a conseillé de contacter Henri Cagnan à Toulouse, parce que lui avait fait de nombreuses publications sur les fourmis du Maroc. Et donc je l'ai contacté, et très gentiment il m'a accueilli. Je suis allé le voir avec mes fourmis, et puis il m'a aidé pour les identifications. Et c'est lui en fait qui était déjà en contact avec Jean-Luc Maroux euh, et le projet Antaria, qui était déjà lancé, et qui m'a proposé en fait de rejoindre le projet, qui était un projet pour faire une cartographie des espèces de fourmis en France métropolitaine. C'est-à-dire que c'était un peu basé sur le principe de la science participative. On, on faisait un petit peu de publicité pour parler de l'existence de ce projet, et on sollicitait des personnes volontaires pour collecter et envoyer les spécimens à, à un déterminateur qui ensuite donnait les identifications, retournait les identifications au collecteur et gardait les identifications dans une banque de données. Et cette banque de données, elle était hébergée sur un site, et petit à petit, on complétait des cartes de répartition des fourmis en France. Donc ça a commencé comme ça avec Henri et moi qui étions identificateurs, hein. Et puis après, petit à petit, Henri a un peu diminué son activité, et je me suis retrouvé seul identificateur, mais quand même entouré par d'autres personnes au sein de Antaria, comme Claude Lebas et Rumseis Blatrix. Donc, Rumseis, lui, en revanche, c'est un professionnel. Lui, il travaille au CNRS. Lui, c'est une vraie personne formée à l'entomologie avec des méthodes professionnelles. C'est pas moi, amateur, hein. Et Claude aussi, qui est très très motivé, qui est souvent sur le terrain, qui est très très performant pour collecter. Et donc, avec ce groupe de personnes, il y en a bien d'autres. Eh bien, on a petit à petit, construit une banque de données qui était importante. Et naturellement, il nous est venu à l'idée de publier cet état des lieux, parce qu'il n'y avait pas eu, à part la publication que j'avais pu faire en 2008 ou 2009 sur la liste réactualisée des fourmis de France, il n'y avait pas de livre dans le sens des livres qui avaient été publiés, édités par Claude Bernard en 1967-68 sur les fourmis. Genre, un livre avec des clés de détermination, avec des cartes, des petits paragraphes sur la biologie. Et donc, on a eu l'idée collectivement de rechercher un éditeur pour
réalisé ce premier livre sur les fourmis de France. Et donc Delachaux Nestlé a été partant avec nous. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu un premier ouvrage. Je crois que c'est 2014 peut-être de mémoire, peut-être en gros, euh, où là en fait on faisait des clés, mais qui restaient des clés au niveau des genres, parce que il y avait encore de nombreux problèmes non résolus et on voulait pas se lancer dans un ouvrage trop important. Donc la formule des guides de la chose, c'est quand même des guides grand public avec des indications pour déterminer les grands groupes de fourmis sans forcément être trop complexes. Donc on avait des clés qui permettaient d'arriver au genre, et pour certains genres, on avait des clés qui permettaient d'arriver à un groupe d'espèces, mais c'était largement suffisant. Et puis les petites pages du livre reprenaient des groupes d'espèces, et puis les cartes issues d'Ontaria, et des remarques concernant la biologie. Et donc comme ça a bien marché, il y a eu un bon retour. Il y a eu ensuite une deuxième étape avec le même type de livre, mais consacré cette fois-ci à la faune de l'Europe. Et donc on aura sur le même modèle on refait un deuxième livre sur la faune d'Europe avec des clés de détermination, mais pour les genres et pour des groupes d'espèces, et puis des petites cartes, et puis des petits résumés de la biologie. Alors pour les clés d'identification, quand ça reste comme ça à un niveau assez superficiel, en fait, on s'est largement inspiré des clés qui étaient déjà publiées, c'est-à-dire que dans la bibliographie, on retrouve des publications sur les fourmis de Suisse avec Cutter, des publications sur les fourmis d'Espagne, d'Italie, de Grande-Bretagne. Il y avait Seifer aussi qui avait déjà commencé à faire des livres de synthèse de publication. Donc, en s'inspirant sur les clés qui avaient déjà été publiées, on pouvait, à partir du moment où on reste au niveau du genre et puis le groupe d'espèces, sans trop de difficultés, eh ben, adapter simplement des clés existantes pour que ça colle avec notre matériel, et puis c'est tout. Hein. Des clés nouvelles, en fait, moi j'ai été amené à en faire parce que j'étais allé plusieurs fois en Guadeloupe, et là il n'y avait rien du tout sur les fourmis de Guadeloupe, et j'ai fait, alors ça n'a pas été publié, mais j'ai fait une clé pour déterminer les fourmis de Guadeloupe. Il y a pratiquement 100 espèces, et à partir des relevés de la bibliographie, parce que je n'ai pas tout trouvé, des relevés de la bibliographie, j'ai fait une liste des espèces présentes en Guadeloupe, et je me suis attaqué en fait à la réalisation d'une clé. Et là, c'était tout nouveau, donc en fait, il a fallu que je regarde, en s'inspirant de la manière dont sont construites les clés pour les fourmis européennes. Là, j'ai essayé de construire des clés qui fonctionnaient pour les fourmis de Guadeloupe, et j'avais essayé aussi de faire quelque chose pour les fourmis d'Afrique du Nord, parce qu'il y a les travaux d'Henri, mais c'est pas vraiment une synthèse globale sur tous les genres, toutes les espèces. Donc, lui, il a fait des clés, il est très performant dans la construction des clés pour les différents genres, clés des Aphaenogaster, clés des Camponotus, clés des Temnothorax. Et là, je vais essayer en fait de regrouper tout ça dans une grande clé pour les fourmis d'Afrique du Nord. Euh, et en fait, ça me plaisait, encore une fois, c'est parce que ça met en avant des critères taxonomiques qui sont utiles pour pouvoir faire la différenciation des espèces. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse depuis le début, c'est essayer d'identifier, c'est comme une enquête policière. Comment je fais pour déterminer quelle est cette espèce, et donc quel est le critère le plus pertinent pour essayer de reconnaître cette espèce d'une autre espèce. Après, ce qui est très important à savoir sur les clés des déterminations, c'est que fondamentalement, une clé d'identification, elle n'est pas faite pour identifier une espèce, mais plutôt pour ne pas identifier une mauvaise espèce. C'est-à-dire que si on suit rigoureusement une clé d'identification, ça permet d'éliminer des possibilités, mais on arrive à un résultat où c'est potentiellement le bon résultat, mais on n'a pas toutes les données. Ça se trouve, il y a d'autres espèces, on peut confondre avec. Les clés d'identification, c'est plus fait pour éliminer que pour être sûr d'arriver au bon résultat. Parce que les clés, elles ne seront jamais complètes, elles ne seront jamais définitives.
En fonction des données qu'on trouve, des nouvelles populations, des nouvelles espèces qui apparaissent, il faut en permanence construire, adapter et construire des nouvelles clés. Donc, si on essaie d'identifier des fourmis avec les clés de Claude Bernard, on se trompe. Si on essaie d'identifier des fourmis avec les clés qui ont été faites il y a 15 ans, on peut se tromper. Parce qu'en fait, il y a des nouveautés en permanence taxonomiques. En revanche, si on utilise les clés de Bernard, eh bien, on peut être sûr que les spécimens, ce n'est pas cette espèce-là. Si on utilise les clés d'il y a 15 ans, on peut être sûr que le spécimen qu'on a sous les yeux, ce n'est pas cette espèce-là, parce que les clés donnent des critères qui permettent d'exclure certaines possibilités. Mais ensuite, on n'est jamais sûr à 100% que là où on arrive avec la clé, c'est la solution réelle définitive. Et du coup, je voulais aussi vous demander par rapport à l'ouvrage que vous avez fait aux éditions Biotope. Oui. C'est un ouvrage qui est quand même assez imposant, hein. On parle de toutes les fourmis de France, Mm, de toutes les espèces, mm, de toutes les familles, enfin de tous les castes plutôt, reines, mâles, mm. ouvrières. C'est un peu ça l'originalité et l'intérêt surtout de cet ouvrage. Et je me demandais en fait comment ça s'articule la construction d'une clé aussi importante, comment on fait pour, ben, du coup, déjà sur quelle base de données on se base, et comment on fait pour choisir les critères, etc. Comment ça s'articule ce travail-là? Bah, en fait, il y a deux parties. Soit on a accès à des données qui donnent des clés qui sont déjà construites, parce que bon, l'intérêt, s'il y a un intérêt à cet ouvrage, c'est que ça rassemble un seul lieu toutes les clés qui permettent de déterminer les fourmis de France, les mâles, les reines, les ouvrières. Mais en grande partie, c'est basé sur des données qui ont été publiées, mais indépendamment. C'est-à-dire qu'il y a des articles où on peut trouver la clé des Formica, du groupe des Coptoformica. Il y a une autre publication qui donne accès en fait aux clés des Tetramorium. Il y a une autre publication qui donne accès en fait à des critères intéressants pour déterminer les Camponotus. Donc, une grande partie du travail, 80% du travail, ça a été d'aller faire cette synthèse de toutes ces données disponibles par ailleurs pour les rassembler et puis adapter légèrement pour que ça corresponde en fait aux espèces, uniquement aux espèces qu'on a dans la faune de France. Et à la marge, parfois, quand il n'y avait pas les clés disponibles, là, il a fallu les créer. Et donc là, ben, ça s'est appuyé en fait sur. On a la chance parce que bah, maintenant Antaria existe depuis longtemps, donc on a récupéré beaucoup de spécimens. Moi, avec mes trajets, mes visites au muséum, j'avais pu aussi voir, noter des caractéristiques de spécimens que je n'ai pas forcément, mais j'avais pu les observer, les consulter. Claude a aussi à sa disposition de nombreuses photos, de nombreux spécimens. Et donc, en se complétant, on avait pratiquement des échantillons de pratiquement toutes les espèces présentes en France. Et pour celles qu'on n'avait pas, il y avait donc des articles disponibles quand on a par exemple des espèces qui ont été trouvées une fois, deux fois, mais au moment de la description, il y a donc des, des articles qui précisent les caractères morphologiques, la mensuration. Sur Antweb, on peut avoir les spécimens holotypes qui sont photographiés en haute résolution. Donc, on peut les utiliser aussi pour voir des caractères. Et donc, on a complété toutes les clés existantes avec bah, des clés supplémentaires qui ont été construites ben, en observant les spécimens réels ou en observant en recueillant les données qui avaient été publiées quand ces espèces ou ces individus avaient été décrits ou en consultant les spécimens sur Antweb. Et donc, en regroupant tout ça, ben, on arrivait à construire des clés. Alors, ce qu'il y a, c'est que par définition, ce type d'ouvrage-là, il est valable la semaine où il est publié, parce qu'ensuite, bah, la taxonomie, elle évolue en permanence. Et donc là,
On a réussi à intégrer in extremis une publication qui était sortie cet été avec un changement taxonomique pour les thémnothorax. Et donc, ouf, on a réussi à intégrer ça et à modifier deux, trois noms parce qu'il y avait une révision qui changeait la taxonomie. Mais bon, moi je sais que là, il y a déjà deux choses qui ont changé depuis que ça a été publié. Et puis, bah, en fait, il faudrait refaire des mises à jour. Mais ça se fait hein, pour ce type d'ouvrage, de deuxième édition, troisième édition, quatrième édition, parce que il va y avoir peut-être bah, des nouveaux taxons qui vont être décrits entre-temps, il va y avoir des révisions taxonomiques où il y a des noms qui vont changer, il va y avoir des espèces qui vont être mises en synonymie. Donc voilà, c'est une photographie à un instant T, mais c'est jamais un ouvrage définitif. Ça peut avoir un intérêt pour aller un peu plus loin que ce qui était possible de faire avec les ouvrages précédents de la Chaux-Nestlé parce que ça allait pas dans ce degré de précision. Et puis, le, la plus-value qui pour moi est intéressante, c'est que là, il y a la clé des mâles, c'est rare de trouver des clés de mâles. Là, il a fallu vraiment aller chercher à droite et à gauche pour pouvoir avoir dans un même endroit, sur un même ouvrage, des clés à la fois des ouvrières, des reines et des mâles. Et il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui font ça. Dans les publications de Seifer, voilà, on trouve des clés très fonctionnelles, biométriques, avec les ouvrières et puis les reines, mais il n'y a pratiquement pas grand-chose sur les mâles. Et donc là, c'est ça, avec Claude, on est fiers d'avoir fait ça parce que ça rappelait aussi un peu la philosophie du bouquin de Claude Bernard de la fin des années 60, là, où là, effectivement, il y avait aussi bah, la clé complète des trois castes. Et donc, voilà, c'était une plus-value qui était pour nous importante. Vous l'aviez dit tout à l'heure que bah, du coup, quand on écrit une clé d'identification, c'est quelque chose dont les informations durent pas vraiment longtemps parce que bah, la science avance, la taxinomie avance. Et moi, je voulais avoir à votre avis, c'est quoi qui risque d'évoluer le plus vite concernant la taxinomie des fourmis dans les prochaines années et qu'est-ce qui risque de devenir has-been le plus vite possible, quoi? Alors, ce qu'il y a en ce moment, c'est que les données génétiques révolutionnent beaucoup de choses. C'est-à-dire que chez les végétaux, chez les insectes, donc dans la plupart des groupes, maintenant qu'on a accès à des données génétiques, on arrive à revoir certaines classifications qui avaient été construites en fait à partir de données anatomiques. Et donc, par le jeu des phénomènes de convergence morphologique, on a été parfois amené à regrouper au sein du même genre ou des mêmes groupes des espèces qui se ressemblaient anatomiquement, mais qui se révèlent ensuite plus tard par la génétique être assez différentes les unes des autres, et ça conduit donc à éclater des anciens groupes morphologiques pour en faire des nouveaux qui sont davantage supportés par des données génétiques qui sont des données qui peuvent être peut-être plus pertinentes. Ou au contraire, rapprocher des groupes qui nous paraissaient très éloignés, mais qui montrent par la génétique qu'ils sont étroitement apparentés. Donc, ce qui peut se passer dans les années à venir, c'est ça, c'est une refonte de la taxonomie au niveau du regroupement dans certains genres ou l'éclatement de certains groupes d'espèces qu'on va rattacher dans des genres différents. Donc, ça s'est déjà passé là avec les tétramoriums, avec les thémnothorax, et donc c'est ce qui peut arriver. Maintenant que c'est des techniques de routine, le séquençage de l'ADN, ça se fait très facilement. Bah, il y a peut-être, on peut toujours imaginer le fait qu'il y a des espèces qui sont donc réelles, c'est-à-dire bien individualisées, que ça se voit facilement avec la génétique, mais qui sont, point de vue morphologique,
pas possible de différencier l'une de l'autre. Donc c'est tout à fait théoriquement possible. Et donc à ce moment-là, voilà, on serait un petit peu coincé, on serait arrivé au bout du bout en raisonnant à partir de la morphologie. Et pour peut-être certaines espèces, la seule manière de pouvoir les identifier réellement, c'est d'avoir accès aux données génétiques. C'est ce qui se passe pour les tapinomas. Quand on a des tapinomas d'Arioi, Ibericum, même Safer, qui utilisent des algorithmes poussés, il n'arrive pas à trouver des caractères vraiment très pertinents pour être sûr, à coup sûr, de différencier, à moins de faire des mesures pendant 2 heures extrêmement précises au dixième de micromètre et de faire tourner des algorithmes avec 16 ou 17 caractères morphologiques. Et ça donne une probabilité pour que ce soit plutôt telle espèce ou telle espèce. Euh, voilà, peut-être qu'on va se retrouver avec des espèces différentes qui sont impossibles à différencier morphologiquement, mais qui appartiennent réellement à des espèces différentes parce que c'est prouvé par des données génétiques. Donc, ce qui risque de se passer, voilà, dans les années qui viennent, c'est une part de plus en plus importante de ces caractères génétiques pour faire des identifications qui soient vraiment fiables et de proposer donc une sorte de code barre hein, pour des différentes espèces en fonction de leur caractère génétique. Et en fait, alors, ce sera pas la fin de l'entomologie de papa, hein, parce qu'en fait, il restera quand même pas mal d'espèces qui restent possibles de déterminer, heureusement, avec la petite loupe de terrain. Mais je pense que ça peut concerner, voilà, certains groupes, peut-être des tétramoriums, les tapinomas, pourquoi pas d'autres groupes où là, en fait, ça se révèle être beaucoup plus complexe que prévu et inaccessible pour des entomologistes de petit niveau comme nous et réservé à des professionnels qui ont du matériel lourd de laboratoire. C'est ce qui peut se passer avec les solenopsis. Hein. Les solenopsis, Francis Bernard avait fait 15 espèces et toutes ces espèces, en fait, morphologiquement, bah, c'est difficile de les distinguer. Et puis, de manière pratique, on regroupe tout sous le terme Solenopsis fugax. Mais peut-être que quelqu'un un jour qui s'y met sérieusement et qui séquence tout ce qui est appelé Solenopsis fugax, bah, il va voir qu'en fait, il y a peut-être des choses très différentes. Mais voilà, pour nous, ce sera pas possible de voir ça. C'est ce qui se passe. S'il y a des groupes qui sont géographiquement séparés, mais qu'on ne peut pas différencier par la morphologie, eh ben, voilà, on fera les déterminations avec des cartes en disant, ah, ben, si je suis plutôt dans cette région-là, statistiquement, c'est plutôt le risque que ce soit l'espèce A. Si je suis dans cette région-là, je vois pas la différence, mais donc d'après la publication, je suis au niveau de l'espèce B. Donc, ouais, peut-être que c'est ce qui va se passer aussi. Même, il restera quand même la possibilité de continuer à récolter. Et puis, voilà, il y a quand même beaucoup d'espèces qui seront quand même, on aura la joie de les déterminer en comptant simplement le nombre de poils ou en mesurant la taille de l'antenne. Voilà, ça suffira. Et puis, voilà, ne pas oublier que il reste toujours des espèces à découvrir. C'est pas parce que en France, c'est prospecté depuis le XVIIIe siècle que c'est terminé, que c'est plié. Il est toujours possible de trouver de nouvelles espèces, même de fourmis en France, dans les Pyrénées. Il y a des zones qui sont peu prospectées et puis il y a des espèces de fourmis qui peuvent vivre dans une vallée un peu isolée, dans un endroit un peu isolé, une population qui se différencie. C'est toujours possible de trouver de nouvelles choses. Ok. Bon, je garde dans un coin le coup des Solenopsis, au cas où, pour quelqu'un qui serait motivé. Et Ouais, là, il bon, faudra être on a... très motivé, parce que là, ça va être un Ouais, sacré morceau. ça va être un sacré morceau. Je vais pouvoir, du coup, ça m'amène à ma question suivante. Je voulais vous demander, lorsque vous choisissez des critères taxonomiques, comment on fait pour ce qui est des fourmis, qui sont des organismes chez lesquels, je pense surtout aux ouvrières, où il va y avoir un polymorphisme qui va être super important. Comment on fait pour avoir des critères, pour être sûr que c'est des critères qui sont valables pour l'ensemble des castes enfin l'ensemble des castes, l'ensemble des individus d'une même caste, d'une espèce. Eh bien oui, ça c'est ça le problème. Donc en fait, il faut en regarder plusieurs. C'est-à-dire que
quand alors, pour vraiment pour progresser dans les identifications, le meilleur moyen, c'est de se constituer une collection de références. Parce qu'il faut vraiment voir les choses. Quand on lit des descriptions ou quand on voit des dessins, c'est difficile de se rendre compte. Et j'avais vu ça avec Henri. On, on voit pas forcément exactement les mêmes caractères. Lui, il pouvait reconnaître des monomoriums parce que il voyait que la forme du mésosoma, à un moment donné, ça faisait une petite déclivité comme ça. Mais moi, je reconnaissais la même espèce avec un autre endroit où j'avais plutôt, avec mon œil, notre caractère qui, pour moi, me paraissait plus facile à voir. Donc ça, il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand on fait une clé, on construit, on met en avant avec des caractères qui, pour nous, sont des caractères qui nous semblent importants, mais pour d'autres, c'est difficile à, à concevoir, à bien comprendre, parce que on est aussi limité par notre capacité à décrire correctement si c'est la surface du tégument. Je discutais avec un coléoptériste là, il y a peut-être que c'est Christian, euh, où j'avais utilisé en fait pour décrire la surface de tégument d'une fourmi, un tégument lisse et en fait, pour lui, qui travaille avec les coléoptères, un tégument lisse, il comprenait pas, il n'arrivait pas à arriver à comprendre la clé parce que tégument lisse au niveau pour un coléoptère, c'est pas tout à fait la même signification. C'était pas le même degré de même type de surface. Donc voilà, donc il faut vraiment voir les spécimens et puis arriver à se trouver des critères d'identification. Quand on a une collection, il faut regarder aussi plusieurs spécimens. Il y a une certaine variabilité, mais cette variabilité, il faut choisir des caractères là qui ne soient pas concernés par cette variabilité. Quand on prend par exemple les myrmicas, il faut arriver à voir la forme du scap quand il s'insère au niveau de la tête. Et donc là, arriver à trouver un caractère qui est toujours présent, même s'il existe des individus qui sont plus petits, qui sont moyens, qui sont un peu plus grands, qui sont plus foncés, qui sont donc voilà, se concentrer sur des caractères qui sont vraiment pertinents. Et ça, on arrive à les trouver avec la masse, quoi. Quand on voit beaucoup de spécimens, on arrive et puis l'œil s'y fait. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vu beaucoup de fourmis et j'arrive en fait, en assimilant les clés, on reconnaît les espèces, on n'utilise même plus les clés parce qu'en fait, on reconnaît tout de suite un détail et on sait que c'est cette espèce-là sans forcément suivre exactement le cheminement dans la construction des clés. Et pour la même espèce, quelqu'un aussi peut la reconnaître du premier coup d'œil parce que ben, il a observé, il a intégré le fait qu'il y avait tel caractère là qui était aussi important pour l'identification. Donc, c'est ça, faut regarder plein de spécimens et essayer de trouver quelque chose un point commun, qui permet de reconnaître cette espèce par rapport à d'autres espèces, quand on a vu aussi plein de spécimens de l'autre espèce. Bah, maintenant, je voulais essayer de partir plus sur du coup votre travail par rapport aux fourmis invasives et je voulais aussi parler du coup du projet que vous nous aviez présenté à la Société Linéenne, donc votre projet de recensement des espèces de fourmis invasives de la métropole bordelaise. Et Mm. je voulais savoir si qu'est-ce qui quelles sont les motivations qui vous a amené à lancer un tel projet et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça globalement? Alors, en fait, quand on a construit avec Claude le guide biotope, euh, euh, il nous paraissait intéressant aussi d'inclure des fourmis invasives parce que dans le guide, parce qu'en fait, si on veut reconnaître
les fourmis présentes en France métropolitaine. Bon, on trouve nos fourmis indigènes, mais on trouve de plus en plus aussi des fourmis invasives, des tapinomas, et puis des fourmis tropicales qui peuvent être introduites accidentellement, et puis dans le contexte actuel, qui peuvent s'établir et peupler plus ou moins définitivement des milieux urbains, etc. Et ben, en fait, on a été un peu, on s'est posé beaucoup de questions parce que donc, est-ce que on les intègre dans la faune de France comme les autres espèces? Mais à ce moment-là, ça complique quand même considérablement les clés. Soit on en fait un petit paragraphe en plus, c'est-à-dire que on centre quand même notre livre sur les fourmis indigènes, les fourmis locales de la faune française, et on signale vers la fin que, bah, en fait, il y a aussi d'autres types de fourmis qui sont pas des fourmis indigènes, mais qu'on peut trouver de plus en plus. Et on avait fait une petite liste avec les Nilanderia et Paratrichina, enfin voilà, quelques exemples. Le Vasmania qui a été trouvé récemment. Et mais ça nous laissait un petit peu sur notre faim, c'est-à-dire que il y a potentiellement là quelque chose à faire pour développer cette connaissance sur les fourmis invasives. Et donc voilà, l'idée vient de là, c'est-à-dire que bah, si moi je je me recentre sur mon environnement proche, eh bien, sur la Gironde et sur Bordeaux, euh, ben, en récoltant, ben, je suis arrivé quand même, voilà, c'était combien? 11 espèces de fourmis invasives sur la métropole de Bordeaux qui sont documentées, dont la présence est documentée parce que je les ai trouvées. Et donc, euh, comme cette problématique, elle apparaît de plus en plus dans d'autres régions, il y a des organismes qui s'occupent de la, la- les inventaires, pas forcément que des fourmis, mais tout ce qui est espèces invasives. Donc, ça peut être des plantes, mais ça peut être aussi des fourmis. On parle beaucoup des tapinomas. Ça a été les fourmis de feu, la Tasmania, ça a été médiatisé, la fourmi d'Argentine, etc. Euh, et que sur Bordeaux, bah, il n'existait pas de structure particulière qui était dédiée à l'information et puis de réaliser un inventaire de ces fourmis invasives. Bah, voilà, ça m'a paru, dans la suite logique des choses, d'essayer de proposer sur Bordeaux l'équivalent de ce qui existe à Lyon, à Tours ou à Nantes, avec des structures qui existent, qui sont là pour participer euh, à la diffusion des connaissances, à la prévention concernant ces fourmis invasives et la cartographie, la détermination de ces fourmis invasives. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait la petite présentation, le diaporama à la linéenne, un mardi soir, et que bah, j'ai proposé en fait un peu sur le modèle en Antaria, mais en mini en Antaria sur Bordeaux, eh bien de participer à un effort de récolte pour voir bah, s'il est possible de compléter les cartes, parce que j'avais proposé des petites cartes avec les espèces, les 11 espèces, où c'est que je les avais trouvées sur la métropole bordelaise. Et en fait, cette carte, donc c'est assez dilué, hein, parce que je suis pas allé partout. Donc j'ai visité Saint-Aubin, Saint-Médard, j'ai trouvé à Pessac, à Talence, à Villeneuve, parce que voilà, j'y suis allé, ou dans Bordeaux centre, j'y vais de temps en temps. Mais voilà, il y a 27 communes sur 28, je ne sais plus, sur Bordeaux Métropole. Et il y a peut-être voilà, de nouveaux points à recenser. Et comme on est dans un contexte là où, bah, en fait, il y a
de plus en plus de recensements. L'homme perturbe le milieu et favorise l'installation de ces espèces qui peuvent s'implanter de plus en plus. Il peut y avoir de nouvelles espèces. On commence à comprendre que ça peut perturber les écosystèmes locaux, que ça peut avoir des effets néfastes sur l'environnement. Ça peut être des désagréments contre chez des personnes avec les jardins qui sont envahis. Bah, s'il existe une petite base de données qui, à un moment donné, voilà, a fait l'état des lieux de ce qui existait, ça pourra servir pour ensuite être un point de référence pour, si ça continue ensuite plus tard, dans quelques années, eh bien voir si on est dans un contexte où ça progresse, où ça stagne, où ça a tendance plutôt, au contraire, à diminuer. Et donc c'est pour ça que là, j'ai proposé, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, voilà, quand ils trouvent des fourmis, le signaler et comme ça, j'essaie de mettre à jour une banque qui référence la présence de telle ou telle espèce sur la métropole de Bordeaux. Mais voilà, centré sur la métropole de Bordeaux. Pour rester sur le sujet des invasives, j'avais une autre question qui personnellement m'intéressait pas mal et je pense aussi qui pourrait intéresser pas mal de monde qui regarderait pour potentiellement la rediffusion. Je me demandais, de manière générale, si je découvre une espèce de fourmi invasive, un endroit qui n'est pas donné et qui n'est pas où elle n'est pas connue, comment est-ce qu'on fait pour du coup prévenir de la présence de cette espèce? Alors là, à la suite des conseils de Bruno Cahuzac, il va y avoir un article qui va être publié sur la ligne N de Bordeaux avec le protocole qui va être expliqué, c'est-à-dire que si on est confronté à euh, la présence soudaine et puis de fourmis en grande quantité dans des lieux où il n'y en avait pas avant ou à l'intérieur des maisons, enfin quelque chose qui peut paraître suspect, c'est potentiellement donc une fourmi invasive et à ce moment-là, prélever des spécimens et je mets une adresse fourmis de Bordeaux sur Gmail pour me prévenir et donc à ce moment-là je vous proposerai de venir chercher ou comme on voit ces spécimens pour que je puisse confirmer parce que la détermination des fourmis c'est pas forcément évident et puis il peut y avoir aussi des espèces totalement indigènes qui peuvent rentrer dans les maisons et à ce moment-là c'est naturel. Euh, Là, quand moi je prospecte un petit peu, je trouve des fourmis à l'intérieur des magasins. Hein. Quand je vais dans le Leclerc, hein, quand je vais à Intermarché, parfois il y a des fourmis. Je trouve des fédoles, je trouve des tétramoriums, mais c'est les espèces d'ici. Hein, c'est Phédole pallidula qui peut rentrer à l'intérieur des habitations, qui peut rentrer dans les maisons, qui peut rentrer dans les restaurants. Un tétramorium immigrans aussi, elle peut rentrer. C'est pas forcément une espèce exotique qui comme des tapinomas ou des monomoriums exotiques. Donc, envoyer, dans le doute, envoyer le spécimen, envoyer les spécimens. Et puis après, voilà, si c'est une espèce invasive, c'est bien parce que ça fait une nouvelle donnée. Si c'est pas une espèce invasive, ben en fait, bon, c'est plus de peur que de mal. Hein. C'est voilà, c'est des espèces qui peuvent aussi naturellement rentrer dans les maisons. Hein. L'Asus emarginatus peut rentrer dans les maisons, l'Asus bruneus peut rentrer dans les maisons. Il y a les crématogastères scutellaris, on les voit parfois en longue file le long des poutres. Donc on est environné de fourmis. Hein. Donc il faut pas non plus paniquer. Chaque fois qu'on voit des fourmis, c'est pas forcément des fourmis invasives qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre quotidien. Quand ce sera publié, euh, ben, j'essaierai aussi avec une sorte de petit flyer d'aller voir dans des résidences si je peux coller deux trois petites affiches dans les concierges chez le concierge pour demander si les locataires parce que je sais là j'ai un ami qui connaît une personne sur Bordeaux qui a été emmerdée par des fourmis dans son appartement. Donc il y a des cas de figure. Après les gens voilà ils mettent des poudres pour s'en débarrasser. Mais si je peux faire passer comme ça l'information que bah en fait avant de s'en débarrasser
assez, peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir prendre 2-3 spécimens pour vérifier ce que c'est. Je vais essayer petit à petit comme ça de circuler ce printemps, cet été, et puis de parler aux gens. Et puis quand il y a des résidences avec un concierge, voilà, parler avec le concierge ensuite qui pourra faire passer l'information petit à petit, essayer de trouver voilà, du monde pour récolter. On arrive un petit peu vers la fin de mes questions. J'en avais encore juste une, mais vous y avez un peu répondu déjà précédemment. C'était, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour quelqu'un qui veut progresser en taxonomie, notamment en myrmécologie? Comment faire pour s'améliorer en identification de terrain selon vous? Voilà, alors pour la taxonomie, hein, parce que je peux pas donner Oui, oui, la des taxonomie. conseils pour l'élevage. Donc pour la taxonomie, en Non. fait, c'est de récolter, se constituer sa petite collection à soi, et puis d'observer pour s'imprégner des différents caractères morphologiques pour se faire voilà son œil à soi. C'est-à-dire que c'est en regardant les spécimens et en essayant de voir les différences avec les spécimens, bien qu'on s'habitue. Et vraiment, encore une fois, ce n'est qu'en manipulant et qu'en regardant directement les spécimens qu'on arrive à voir les différences. Parce que sur des photos, on n'a pas d'idée de la taille, par exemple. Euh, Quand je fais des ateliers sur les fourmis, en fait, en lisant les clés, il y a des personnes qui hésitent. Ah, est-ce que c'est une plagiolépis ou une formica? Mais en fait, non, c'est pas possible parce que si vous avez vu les spécimens, plagiolépis c'est tout petit, formica c'est pas du tout la même échelle. Et donc si on les a pas vus au moins une fois, c'est difficile parfois de retenir tous les critères importants. Et donc il faut vraiment récolter et puis se faire sa petite collection et petit à petit, comme ça, on s'habitue à reconnaître les différentes espèces et ça nous incite à continuer à collecter, à voir des petites différences. Celle-là, je la range au même endroit, celle-là, je la range ailleurs. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai progressé et je pense que c'est que comme ça qu'on peut vraiment arriver à progresser dans la taxonomie. Il faut voir le réel. Ça ne doit pas se faire de manière virtuelle. Il faut vraiment regarder le réel, le voir à la loupe, le toucher. À la limite, même s'il y a des critères écologiques, c'est voir sur le terrain concrètement comment ça se passe. Parce que euh, même les fourmis, quand elles se déplacent pas de la même façon. Quand on voit bouger un temnothorax, ça bouge pas sur le sol de la même façon que bouge un tapinoma, que bouge donc même le fait de voir la manière dont est construit le nid, où est situé le nid, ça peut être un caractère aussi qui entre en compte dans l'identification. Donc encore une fois, c'est sur le terrain, c'est en prélevant des spécimens et en observant les spécimens. Il n'y a que le contact avec la réalité qui permet vraiment de progresser. Ok. Merci beaucoup. Du coup, j'ai plus grande question, donc je vais finir en vous remerciant du coup d'avoir accepté cette Euh, interview et avoir répondu à toutes ces questions. C'était très intéressant. Je vous enverrai le lien de la vidéo lorsque j'aurai fini de la monter ok, et que je l'enverrai. d'accord. Voilà. Sur ce, voilà, je vous remercie et je peux vous souhaiter de passer une bonne soirée. Eh ben, bonne soirée. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je remercie encore une fois Monsieur Christophe Galkowski pour le temps qu'il a accepté de m'accorder et pour répondre à mes questions. Pour ceux qui regardent la rediffusion, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous aurez appris de nombreuses choses. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai pu avoir avec Monsieur Galkowski. Sur ce, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.